Marie de Noailles, bonjour. Bonjour Sandrine. Et je suis tellement contente de te rencontrer enfin après la lecture de ce livre qui est complètement dingue, que j'ai adoré et qui surtout ouvre le chemin sur l'addiction et surtout comment en guérir. Parce que tu racontes ton parcours, qui est un parcours évidemment très violent. C'est un livre qui m'a profondément émue. Et j'ai plein de questions évidemment à te poser pour Sensab. Et la première, c'est: est-ce que tu crois qu'il y a un profil pour devenir addict à la drogue? Alors Sandrine, justement, c'est exactement pour ça que j'ai voulu écrire ce livre, parce que, en toute honnêteté, c'est pas forcément évident de se dévoiler et de raconter les pires périodes de sa vie sur une centaine de pages. Mais je trouvais que les gens n'étaient pas assez informés, ou c'était trop tabou, ou dans le placard même. On pensait que les addicts, c'était vraiment les gens, les toxicomanes dans la rue, les alcooliques clochardisés, etc. etc. Il n'y a pas plus démocratique que l'addiction. Ça veut dire que ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quel type n'importe quel profil de personnes, d'adolescents par exemple, surtout on peut parler à l'époque où ça commence, ça peut, bon, généralement il y a quand même des signes, ça peut arriver à n'importe quelle famille, peu importe le statut social, peu importe divorcé, pas divorcé, etc. L'addiction, ça arrive vraiment à n'importe qui. Alors, comment toi ça t'est arrivé? Comment t'es tombée aussi loin dans la drogue? Alors, bonne question, mais j'y ai réfléchi, et d'ailleurs le livre m'a replongé dans mon enfance, et en essayant de chercher des raisons, des causes, etc. En fait, il n'y en a pas. Les addicts, on a une chose en commun, c'est qu'on est hypersensible. Ça veut dire que les petites choses, les petites choses qui pour vous, les gens normaux, passent assez doucement, nous font beaucoup plus de peine. On est vraiment des hypersensibles, et souvent on vit les choses d'une manière beaucoup plus violente. Donc dans mon enfance, j'ai des souvenirs de grande tristesse, ou d'anxiété, ou de ne pas me sentir à ma place, de ne pas me sentir aimée alors que j'étais complètement à côté de la plaque, parce que j'ai eu des parents qui m'ont aimée, bien entendu. Bon, alors c'est pas forcément le cas de tous les enfants, il y a des enfants qui vivent des choses terribles, mais justement je trouvais que raconter mon histoire d'une enfant qui a tout eu, des parents merveilleux présents, etc. Et pourtant je suis quand même tombée dans la drogue très jeune, parce que j'avais comme un trou au milieu de l'estomac. Il me manquait quelque chose pour me sentir complète, pour me sentir bien. Ça veut dire que je ne me sentais pas bien. Et quand j'ai goûté pour la première fois à un produit, c'est comme si on donnait un médicament à un malade. C'est-à-dire tout de suite, je me suis sentie bien, je me suis sentie à ma place, je me suis sentie à l'aise, je me suis sentie jolie, moins timide, j'ai pu parler aux garçons, enfin bon, ce genre de choses. C'est-à-dire que ce qui au début était pas forcément négatif, bien évidemment, après devient ce qui vous détruit. C'est-à-dire que quand on fume son premier joint, on ne se dit pas « Ah, mais oui, bien sûr, je vais finir dans 5 ans à prendre de la cocaïne et voler de l'argent à mes parents pour en acheter ». Ça, c'est évident qu'un addict ne fonctionne pas comme ça. Est-ce que, rétrospectivement, aujourd'hui, quand tu vois le chemin que tu as parcouru, tu penses vraiment que tu as touché le fond quand tu t'es droguée? Oui, mais j'ai l'humilité de me dire qu'un fond a toujours un autre fond. Voilà, c'est-à-dire que souvent les journalistes ou les gens me posent la question
Est-ce qu'on en guérit? Alors non. L'Organisation mondiale de la santé a classé les addictions comme une maladie incurable et mortelle. On ne sait pas guérir l'addiction. On sait guérir le cancer, on ne sait pas guérir l'addiction. Donc c'est pour ça que, en revanche, on sait stopper le processus de la maladie en arrêtant le produit consommé. Donc ce qui a été mon cas. Mais j'ai eu des moments au bout de quasi 10 ans d'abstinence totale, donc alcool, tout, etc. J'ai eu à nouveau un moment difficile au moment du décès de ma mère, où, comme je disais à un patient il y a quelques jours, le singe sur mon épaule est revenu en essayant de me convaincre que, au lieu de prendre un médicament que le médecin m'avait prescrit, je pouvais en prendre deux, etc., etc. Donc c'est comme les anciens fumeurs. Un ancien fumeur qui arrête de fumer une cigarette, il faut qu'il arrête de fumer, point barre. Il n'y a pas on fume une cigarette de temps en temps, ça ne marche pas comme ça. Enfin, moi, en tous les cas, je pense que l'abstinence totale est la solution. Et comment tu as réussi à arrêter? Parce que là, c'est quand même la vraie question qu'on se pose tout au long du roman, qui est le tien, parce que c'est quand même ton histoire, et en même temps, c'est d'une tristesse, parce qu'on voit à quel point tu souffres, tes parents souffrent, ton entourage souffre. C'est ça qui est terrible. Il y a un passage où tu as été violée, enfin, moi j'en ai presque pleuré pour toi, et on s'est dit, mais qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a permis un jour, hein, parce que évidemment, on sent que tu essayes d'arrêter, que tu es consciente de la violence de ce que tu vis, mais que tu n'y arrives pas, et puis un jour, il y a ce déclic, qu'est-ce qui s'est passé? Alors Sandrine, tu viens exactement de décrire ce que c'est que l'addiction. Ça veut dire qu'il y a un moment où je n'en pouvais plus, je voulais arrêter, je voulais changer de vie, je voulais arrêter de faire souffrir ma mère, arrêter de faire souffrir mon frère et ma sœur et mon père, enfin, et les gens de mon entourage. Je ne supportais plus de me regarder dans le miroir et pourtant je n'arrivais pas à arrêter. Et ça, cliniquement parlant, c'est vraiment l'addiction. Ça veut dire que ce n'est pas une question de volonté. Les gens, certaines personnes pensent que c'est encore une question de volonté. Pas du tout. Moi, ce qui a été salvateur pour moi, c'est vraiment le fait que mon entourage n'a pas baissé les bras malgré des dizaines et des dizaines de tentatives. Alors, il faut savoir qu'en rigolant, enfin, même si c'est pas drôle, mais je commençais à peine à fumer mon premier joint que ma mère essayait déjà de me faire arrêter. Donc, quand même, l'histoire a été très longue. Malheureusement pour elle et pour moi, mais je pensais pas que je pouvais m'en sortir, je pensais pas que je pouvais arrêter, mais j'ai accepté d'aller dans un centre de traitement, alors pas en France parce que j'avais fait tout le tour des hôpitaux psychiatriques, parce qu'en France il faut pas, malheureusement on met encore les addicts dans des services de psychiatrie alors qu'ils n'ont rien à y faire. Et donc j'ai été dans un centre, j'y suis restée quand même pas mal de temps. C'est un modèle qui s'appelle le modèle Minnesota, qui est basé un peu sur les 12 étapes d'Alcooliques Anonymes et Narcotiques Anonymes. Et là, petit à petit, je me suis reconstruit. On a réussi à me convaincre que je pouvais vivre sans, et être heureuse. Et au bout de... Donc, comme je disais, je suis restée quand même pas mal de temps. J'ai décidé de rester en Angleterre et c'est là où j'ai pu commencer à reconstruire ma vie. Le fait peut-être d'être éloignée de ma famille, de mes parents, c'était aussi peut-être pas mal. Parce que finalement, j'étais moi-même, Marie, seule, sans son entourage. Et petit à petit, un jour plus un jour plus un jour, et un jour je suis arrivée à 1 an, et je me suis dit, mais c'est pas possible, je n'ai rien pris depuis 1 an. Je n'y croyais pas, pour moi c'était pas possible, parce que les addicts, on est dans un tel désespoir quand on est dedans.
qu'on pense que c'est pas possible. Et d'ailleurs, souvent, je dis aux familles, ils me disent oui, mais le problème, c'est que notre fils ou notre fille ne veut pas aller en centre. Je dis, mais c'est pas grave, pour l'instant, il peut pas avoir envie d'y aller tellement il est mal. Je pense que de temps en temps, il faut pousser les addicts à aller en centre, même s'ils ne sont pas forcément partants. Les médecins français disent ah oui, si le patient n'a pas, si ça ne vient pas du patient, ça ne marchera pas. Moi, c'est jamais venu de moi et ça a marché. Donc, je fais pareil d'ailleurs dans mon cabinet où c'est pas que je force les gens à y aller, mais je les encourage en tous les cas à faire le même parcours que moi. Si ça a pu marcher pour moi, je dis toujours que ça peut marcher pour les autres. Aujourd'hui, donc, tu es devenue thérapeute, tu t'occupes psychologue. Psychologue, d'accord. Et du coup, tu as ton cabinet à Paris où tu reçois et tu aides des gens qui étaient dans la même situation que toi. Oui. Est-ce que tu crois que c'est quand même pas mieux, quand on a vécu cette chose-là, de pouvoir aider? Parce que finalement, quand on ne l'a pas vécu, on ne peut pas la comprendre. Alors, je dirais deux choses. Il ne faut pas avoir eu un cancer pour être un bon cancérologue, mais comme disait un des plus grands médecins urgentistes, il faut avoir été un patient au moins une fois pour être un bon médecin. Je pense qu'effectivement, le fait d'être passé par là fait que mon cabinet a une particularité. Je reste en contact avec mes patients. D'ailleurs, avant que tu arrives, j'étais au téléphone avec l'un d'entre eux qui, justement, était étonné de ce lien qu'ils pouvaient avoir avec moi entre eux, ces séances, parce que 1 heure par semaine pour soigner quelqu'un qui consomme encore, ça ne marche pas. Donc, en fait, j'essaye de donner et d'accompagner les gens vers des solutions que je sais qui marchent. Merci beaucoup en tout cas, Marie. Merci Sandrine. C'est un livre absolument extraordinaire que je considère d'utilité publique. Et te rencontrer, c'est vraiment un rayon de soleil parce que tu donnes l'espoir à beaucoup de gens qui sont dans l'obscurité. Je te renvoie le compliment. Merci beaucoup. Merci Sandrine. Au revoir.